Je vous propose de commencer cette conférence, qui n'est pas vraiment une conférence, je vais vous expliquer, c'est un format un petit peu bizarre, un petit peu hybride. En tout cas, le nom, c'est Mouvement capté, scène augmentée. Et je vais vous parler d'un sujet qui m'a semblé opportun d'évoquer ces dernières semaines dans la revue AS, justement, que je vous ai donné à lire et à découvrir. Alors moi, je suis journaliste, je m'appelle Adrien Cornelissen. Je suis journaliste depuis à peu près une dizaine d'années sur des enjeux liés aux technologies et comment les technologies engendrent de l'impact dans le domaine de la culture et plus généralement dans le domaine des ICC, le fameux acronyme de Industrie culturelle et créative. Ma spécialité, c'est de pas uniquement cibler la technologie sur on va dire l'endroit de la création, mais de le comprendre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça veut dire création, production, diffusion, médiation, conservation, etc. Et de voir comment ces différents maillons en fait entraînent de l'impact sur les disciplines artistiques. J'ai écrit ces dernières années pour la revue S peut-être une cinquantaine d'articles, de fonds plutôt. D'ailleurs, il y en a un dans ce papier sur l'IA. Et j'avais envie de faire un exercice avec Jean-François, qui est le directeur de la revue, de faire une restitution d'articles. Dans le prochain numéro de la revue AS, vous aurez un article qui est dédié à la motion capture, et c'est bien ce que je vais aborder aujourd'hui. Pas tant sous un aspect technique, même si on va l'aborder en long, en large, mais plutôt sous un aspect usage qui me paraît assez intéressant pour vraiment capter peut-être aujourd'hui les signaux faibles et de voir comment cette technologie peut être adoptée dans nos secteurs d'activité. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure mon enquête, quelque part, comment j'ai réfléchi et quels sont les questionnements qui me sont venus à l'esprit. Et d'abord, je vais vous montrer en fait deux projets qui m'ont éclairé ces derniers mois en me disant il y a peut-être un sujet à faire, il y a peut-être quelque chose à analyser. Le premier, c'est un projet de Björk. Je vous montre quelques secondes de cette vidéo. Donc ça, c'était un projet qui a été diffusé en 2025, créé en 2025, diffusé en 2025, et qui est assez intéressant, il me semble, parce que c'est une expérience de réalité virtuelle, réalité augmentée, XR pour l'acronyme des plus initiés, où on voit en fait Björk en 360 degrés, donc une forme de clip en 360 degrés. Deuxième expérience, moi, qui m'a fait tilt en me disant il y a peut-être un sujet autour de la motion capture, c'est cette fois-ci une vidéo, plus ou moins une performance, un live de Grimes, donc qui est une musicienne américaine, qui a un univers artistique assez particulier également, et qui a fait une performance en 2024 pour le festival Coachella. Alors sur ces deux projets, il y a un lien, en fait, il y a un point commun, c'est la motion capture. Le premier projet que je vous ai montré, c'est Björk, en fait, où vous la voyez dans un espace 360 degrés, donc vous mettez un casque et en fait, dès que vous bougez la tête, bah, vous avez une nouvelle interaction, en tout cas, vous avez un nouvel angle de vue, on va dire, sur la vidéo. Et le deuxième projet que je vous ai montré, Grimes, il y a quelque chose d'assez original où en fait, il y a eu un avatar qui a été créé, une forme de double numérique, de jumeau numérique de Grimes, et en fait, sur son live, elle interagit directement avec
cet avatar numérique qui est reproduit ici avec des projecteurs. Par contre, c'est pas une vidéo, il y a vraiment une interaction et une fluidité de mouvement. Alors, le lien, je vous l'ai dit, c'est la capture de mouvement qu'on appelle aussi motion capture en anglais. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à spatialiser des mouvements, à capturer des mouvements pour les reproduire ensuite. C'est une technique qui existe depuis très longtemps dans le domaine du cinéma. À vrai dire, c'est même plutôt de ce milieu-là que ça vient, de l'animation ou des effets spéciaux. Mais moi, j'ai remarqué avec ces 2 dernières vidéos, en tout cas, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire un papier sur ça, qu'il y avait peut-être des porosités aujourd'hui avec le monde du spectacle vivant et de l'événementiel, et qu'il était intéressant d'investiguer. À partir de ces constats, c'est très simple en fait. Moi, je me suis dit, comme tout journaliste, on pose ses questions. Donc j'ai pris une feuille et j'ai commencé à poser mes questions. C'est quoi la définition de la motion capture? Est-ce qu'il y a une différence entre la motion capture et la mocap? Est-ce que les technologies font qu'aujourd'hui on a des usages qui évoluent et peut-être des technologies qui sont plus facilement réappropriables? Ce genre de questions, somme toute assez classiques, qui sont peut-être naïves du point de vue du spécialiste, mais en tout cas du point de vue du néophyte. J'ai tout écrit et j'ai commencé à questionner en fait plusieurs spécialistes dans le spectacle vivant. Et notamment, j'ai envoyé un mail à une personne qui s'appelle Jonathan Tonon, qui est responsable d'un théâtre à Liège, en Belgique, et qui fait beaucoup d'interactivité, on va dire, de spectacle autour des arts numériques, hybridation entre les arts numériques et le théâtre. Donc j'ai envoyé un mail en lui demandant bonjour, est-ce que tu penses qu'en ce moment il y a un sujet autour de la motion capture? C'était aussi grossier que ça, quoi. Et je reçois son mail, donc vous l'avez sous les yeux, et le mail, il me dit, pour être honnête, j'ai pas encore observé une vraie multiplication de l'usage de la motion capture. Ça me dérange parce que quand j'ai une intuition et qu'on me dit en fait il n'y a pas de sujet, je me dis mince, tant pis, c'est pas un sujet. Quoique, quand même, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de choses, peut-être pas dans le théâtre, mais dans d'autres secteurs d'activité. Donc, ok, il me dit quand même qu'il y a une grande expérimentation qui va avoir lieu au mois de novembre prochain au théâtre de Liège, mais que par contre la motion capture n'est pas vraiment encore utilisée dans le théâtre. Et à la fin de son mail, il me dit on se voit à Avignon. Ok. Super. Je suis un petit peu déçu de sa réponse, à vrai dire, mais c'est pas grave, on se voit à Avignon. Et on se voit à Avignon justement pour un événement qui s'appelle Spectacle vivant, scène numérique, qui est assez intéressant parce que c'est un peu les prémices quelque part du spectacle vivant dans les prochaines années, et cette fameuse hybridation entre les arts numériques et le spectacle vivant. Spectacle vivant, scène numérique a pour objet de présenter des nouveautés technologiques, évidemment de présenter aussi des showcases. Et il se trouve que pendant cette édition, donc je crois que c'est la 3e édition en 2025, il se trouve que pendant cette édition de SVSN, il y avait pas mal de projets qui travaillaient avec la motion capture. Donc ça contredisait quelque part ce que disait mon premier contact en disant il n'y a pas vraiment aujourd'hui de modification ou de changement dans le domaine du spectacle vivant. Ma prémonition quelque part était plutôt vérifiée avec des projets nouveaux. Alors qu'est-ce qui change sur ces nouveautés? D'abord, en fait, c'est la capacité à avoir du temps réel. La capture en temps réel est un énorme avantage dans le spectacle vivant parce que c'est même son essence. Et ça, je dirais que les technologies sont complètement aujourd'hui en phase mature pour avoir des propositions artistiques de théâtre, de performance, de danse, où on sent cette capture de mouvement et on en fait quelque chose. À Avignon, justement, je fais la rencontre de Gilles Jobin. Gilles Jobin, qui est un chorégraphe suisse assez connu, vraiment en tout cas, il est connu pour ses hybridations danse et numérique. Et on discute, et en fait, je fais une première interview pour lui demander un petit peu, lui, quelles sont ses pratiques. Et peut-être je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il fait. Ça va vous parler. Alors, je vais vous passer un petit extrait, des petits extraits de temps en temps en fait, de mes enquêtes, et vous allez voir en fait ce qu'il m'a répondu. La découverte de Gilles Jobin et de la motion capture. Je me suis toujours intéressé à la technologie, mais en même temps, j'ai toujours trouvé que c'était quand même assez compliqué, toujours assez lourd à intégrer. Et quand j'ai découvert autour de 2016-15 la capture de mouvement, là j'étais soufflé parce que j'ai vu que d'abord c'était hyper fluide, qu'en plus on pouvait voir en temps réel en projection notre avatar directement,
qu'ensuite il y avait toutes les possibilités qui s'ouvraient avec la VR, donc des espaces immersifs, donc vous pouvez être à l'intérieur, c'est vraiment cette espèce de fantasme de rentrer à l'intérieur de l'ordinateur, d'être comme dans Tron, à l'intérieur de l'ordinateur, c'était quelque chose de fantastique. Et puis surtout, j'ai vu tout de suite que j'avais enfin la possibilité d'augmenter ma danse, c'est-à-dire d'avoir Susanna qui mesure tout à coup 35 mètres de haut, multiplier, lui faire changer d'avatar. Les danseurs dansent, on démultiplie les avatars. Enfin, donc on a commencé à développer, on a trouvé qu'il y avait plein d'éléments de notre monde du spectacle vivant, qui est finalement le monde du temps réel, parce qu'il n'y a pas plus de temps réel que le spectacle vivant, donc un peu des experts du temps réel, en quelque sorte. Donc les outils digitaux temps réel, c'est un fit assez direct, et on pense que, en tout cas... Je vous ai pas menti, c'était vraiment Avignon, on entendait les cigales derrière. Y a pas mal de choses. C'était une première introduction de la part de Gilles quand j'ai demandé un petit peu, lui, sa rencontre avec cette technologie. Mais il y a plein de choses qu'il dit qui sont intéressantes, qui m'ont semblé intéressantes. La première, c'est évidemment la notion de temps réel que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. La deuxième, c'est aussi peut-être de jouer sur cette notion d'avatar, qui n'est pas vraiment permise dans d'autres secteurs. Alors, dans le théâtre, on connaît bien la notion du masque, mais la notion de l'avatar, notamment de l'avatar numérique, permet des choses en termes de proportion, d'espace, de jouer sur l'incarnation, qui me paraissent très intéressantes et qui sont explorées par certains artistes. Donc, Gilles parle de sa rencontre avec la motion capture en 2016, et en 2017, il fait un projet qui est assez intéressant parce que très novateur, qui s'appelle VRI, que je vais vous montrer. Donc c'est une expérience de danse, et je dois dire que la motion capture, c'est assez peu étonnant ce que je vais dire, mais finalement est très très en phase aujourd'hui avec les enjeux de la danse et de la danse numérique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si on capte des mouvements, la danse est presque le médium absolu sur le mouvement et la gestuelle. Donc cette pièce-là a été produite, créée en 2017, diffusée en 2018, mais la bonne note, c'est 2017. Et je vais vous montrer concrètement ce que la compagnie Gilles Jobin a effectué il y a déjà 7 ans. Like here, like 40 meters high, and you go. C'est un peu comme faire un film pour des gens qui n'ont jamais vu d'image en mouvement. Ça c'est le casque, ça c'est le PC en fait. Ces marqueurs en fait reprennent les informations des caméras infrarouges. Et c'est ces marqueurs qui vous permettent d'être situés dans l'espace. Oui, ça serait bien. Et puis d'ailleurs, sa mère maintenant, elle est en train de... Donc là, ce qu'on voit, c'est la fameuse performance de danse. Ce qui nous intéresse, particulièrement quand on travaille avec des artistes, c'est pouvoir découvrir, on va dire, des terrains qui sont inconnus. Quand je vois effectivement une personne virtuelle devant moi qui me tend la main et à qui je vais serrer la main, le moment où je lui tends la main, donc déjà je vois ma main virtuelle s'approcher de la main de l'autre utilisateur, et quand en plus je ressens effectivement le contact physique de la main, le cerveau c'est plus où il est, c'est plus ce qui est réel de ce qui est virtuel, et c'est ce qui crée justement ce sentiment d'immersion vraiment très important en tout. You have a nice dress. Yeah. Salut. C'est Gilles. Là, clairement, c'est l'illustration du jeu de proportion qui a été cité tout à l'heure, qui a été mentionné. Ce que je trouve qui est génial dans la technique de capture de mouvement, indépendamment de comment on montre, mais de capter le mouvement, c'est presque parfait. C'est-à-dire que l'enveloppe n'est pas parfaite, mais le mouvement, il l'est, parce que c'est des points qui sont capturés dans l'espace extrêmement précisément. Donc, toute la dynamique du mouvement est enregistrée dans ces points. La vitesse, l'accélération, tout. Et même si c'est une expérience qui date déjà d'il y a 7 ans, à vrai dire, je dois bien admettre qu'il y a eu peu de nouvelles expérimentations, même si vous avez peut-être déjà entendu parler du Bal de Paris, de la chorégraphe Blancali, que je vais vous montrer également, qui a été l'une des dernières grosses productions ces peut-être 3-4 dernières années,
parce que c'est des coûts qui sont assez prohibitifs quand même, ou en tout cas très peu accessibles pour les petites compagnies. Je crois de mémoire, c'est quasiment 2 millions d'euros ce genre de production, mais assez intéressante quand même parce que en termes d'expérience et notamment d'expérience collective, on n'est plus sur pour le coup avoir des masques de façon individuelle, mais vraiment une expérience partagée. Et je vais vous montrer donc le bal de Paris, une création de Blancali qui date de 2023. Bienvenidos al Bal de París. Mi nuevo espectáculo inmersivo en realidad virtual. Esto es el futuro. Yo me quiero quedar ahí, yo me quiero Yo también. Lo mejor que he visto en realidad virtual en mi vida. Y mira que he visto cosas, ¿eh? Tener esta experiencia al menos una vez en la vida. ¡Qué sensación! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Ay, que se escapa! ¡Hola, qué bonito! ¡Qué chulo! Yo quiero la bandera. Ya se escucha la música. ¡A bailar! Si tu le veux, oh mon amour, dès que la fin du jour sera venue, partons tous les... Ça paraît assez étonnant comme ça, évidemment, mais il faut dire que ce fil a été poursuivi après par Blancali avec une nouvelle création en 2025 qui s'appelle L'Ombre. J'ai pas de vidéo à vous montrer, mais on est toujours sur ce même genre de dispositif, capture de mouvement, casque VR, et puis une chorégraphie qui est là, on voit, parce que c'est de la réalité mixte, faite par des danseurs dans le monde réel. Donc je trouve qu'il y a quand même quelques initiatives qui sont assez remarquables parce que très écrites en termes de discours artistique et puis d'écriture narrative. Et puis là, il y a aussi une compagnie que je vous mentionne parce qu'elle est assez exemplaire dans les projets qu'elle mène et puis aussi le défrichage technologique qui s'appelle Les 7 doigts de la main, qui est une compagnie qui est basée à Montréal et qui a notamment créé cette œuvre, donc Carry Me Home VR, et on voit que les compagnies circassiennes sont également concernées par cette motion capture. Je fais une mention quand même sur ce spectacle que vous avez peut-être déjà vu, qui n'est pas vraiment un spectacle, qui est plutôt une performance de Travis Scott, qui a été très remarquée, notamment pendant le Covid, qui est sorti pendant le Covid, qui a eu plusieurs millions de spectateurs, si on peut dire ça, qui avait lieu dans Fortnite. Et les spectateurs, les joueurs pouvaient en fait assister à une performance de Travis Scott. Alors elle n'est pas du tout faite en motion capture, en tout cas pas à ma connaissance. Néanmoins, je perçois quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Musicverse, qui est un acronyme peut-être largement galvaudé parce que ça renvoie à la notion de métaverse, qui est peut-être aussi un nuage de fumée. Mais l'idée étant quand même sur les Musicverse d'avoir des mondes virtuels dans lesquels on peut jouer des performances. Il y a de plus en plus de musiciens et de groupes de musique qui se produisent dans des types métaverses, en tout cas des univers type Fortnite ou Minecraft. Et je perçois en fait tout le potentiel aussi de la motion capture, de la capture de mouvement sur ce genre de performance. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir Travis Scott en studio live, en train de bouger, et une captation directement, une restitution qui est faite dans un jeu vidéo. C'est pas de la science-fiction, alors ça a encore beaucoup de barrières d'un point de vue technologique, mais en termes de potentiel et on va dire d'interaction, d'écriture narrative ou de dramaturgie, ça me paraît complètement plausible et je pense que même c'est la direction que vont prendre ces performances spécifiquement dans le domaine de la musique. Je vous montre une autre création qui me paraît très intéressante. Cette fois, on retourne sur la danse, même si j'ai essayé de vous montrer divers exemples. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Esteban plus Aoi, qui est basée à Londres. Et pour le coup, j'ai bien aimé quand je les ai rencontrés parce qu'ils m'ont pris un petit peu à contre-pied sur justement cette capture de mouvement. Je pensais que ça allait être l'extension de leur corps. Et en fait, c'était pas du tout comme ça qu'ils l'ont utilisé. Donc ce que vous voyez ici, c'est une œuvre qui s'appelle Lilytown. Ça consiste à avoir entraîné un modèle d'IA sur la base de mouvements capturés. Alors, comment fonctionne en fait la génération de mouvements, d'images, de sons? Ça fonctionne sur 3 bases. Le premier, c'est le modèle que vous utilisez. Donc là, c'est un modèle spécifique pour la danse. Le deuxième, c'est évidemment la puissance de calcul. Quelle est la capacité
d'entraînement de ces données. Et du coup, le troisième levier, évidemment, ce sont les données. Et les données, là, spécifiquement pour la danse, comment on entraîne un modèle d'IA pour la danse? À partir de quelles données? C'est le mouvement. Et pour capter en fait, ces données, il faut bien pouvoir avoir des technologies qui permettent de capter les mouvements. Donc je vais vous montrer une petite vidéo, parce que j'ai demandé à Esteban de vous expliquer en fait quel était le process, comment ils ont en fait travaillé pour cette capture de mouvement et comment a été leur usage de la motion capture. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. In Lyceum, before we use the motion capture, we first created an AI model that can generate text. And this model only knew all about our research. So we could input 3 keywords and she would answer in the form of a poem. With those poems, we then wrote a script of a dance piece on stage. We then created another AI, this time an AI choreographic model. And then we then motion capture all the dance piece that we used as data to train all the different categories of the AI model that we have today. So now, during Lyceum performances, Lilith is able to generate new movement in real time, which means that each performance is unique. Donc c'est vrai que c'est pas quand on pense IA, a priori, on n'est pas forcément la première discipline qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément la danse, pour plein de raisons. Mais à vrai dire, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Et encore une fois, la capacité d'avoir des datasets construits dans le domaine de la danse, ça se fait à travers la motion capture, à travers la capture de mouvement. Je vous montre un autre usage. Hop là. Je vous montre un autre usage qui me paraissait intéressant aussi. Donc là, j'ai essayé de vous montrer des choses qui sont liées à plusieurs disciplines, la danse, le cirque, le théâtre, des choses qui sont vraiment des performances live ou de l'entraînement de modèles d'IA. Et là, je reviens à une œuvre encore une fois, de la compagnie Gilles Jobin. Alors, j'en ferai plusieurs fois mention pendant cette conférence, parce qu'en réalité, ils sont vraiment précurseurs et assez références dans le domaine. Et cette œuvre qui s'appelle Cosmogonie, qui a été créée en 2021, me semble assez intéressante pour une chose, parce qu'elle traite spécifiquement de la diffusion et des enjeux de diffusion. Alors, c'est encore une fois une performance dansée, classiquement comme on l'a vu tout à l'heure, à la différence que cette performance ne voyage jamais, elle reste toujours à Genève. Par contre, elle est diffusée ensuite sur des écrans dans certains lieux de diffusion spécifiquement adaptés en son immersif, avec des écrans 360, etc. Et ça, c'était très intéressant quand même, encore une fois, d'envisager des choses, pas comme pas comme une norme à suivre, parce que je ne sais pas si c'est ça l'avenir du spectacle, peut-être que ce n'est pas souhaitable, mais en tout cas, c'était quand même intéressant sur l'expérimentation que ça proposait, c'est-à-dire une œuvre qui reste en physique dans un lieu, et par contre, la diffusion se fait à travers la dématérialisation. Ça répond quand même à des enjeux aujourd'hui qui sont largement stratégiques, notamment sur l'empreinte carbone, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le voyage, notamment le transport d'une œuvre, le déplacement des artistes est parmi les postes les plus conséquents, les postes carbone. Et donc je vais vous montrer aussi cette vidéo qui me semble intéressante. Welcome the spirit. Let it come in. Donc vous verrez pas de public, hein. Open your mind. Don't be afraid. Last time you felt it, it's so long ago. Ces enjeux de diffusion, ils font aussi écho à des travaux d'un établissement qui est basé à Montréal, qui s'appelle la SATS, et qui travaille beaucoup sur ces concepts de téléprésence, c'est-à-dire de création à un endroit et de diffusion dans des lieux partenaires.
Et il me semble que c'est assez intéressant. Alors, si on revient sur la technique, un sujet qui est évidemment au cœur de cette conférence, on peut peut-être dissocier déjà deux types de motion capture. Je vais laisser parler tout à l'heure une autre personne qui fera beaucoup mieux mention des différences et des particularités. Il y a quand même deux choses qui sont peut-être deux catégories. La première, c'est les systèmes avec marqueur. Je vais en citer deux, OptiTrack et Qualisys. Le deuxième est peut-être d'autant plus pertinent pour nous que c'est une solution qui est souveraine, une solution qui est européenne. Et la deuxième catégorie aujourd'hui qu'on peut vraiment identifier, c'est la capture de mouvement sans marqueur. Il y a diverses technologies. Les deux plus connues, on va dire, c'est MoveAI et Rococo Studio. Et là, pour le coup, ça utilise vraiment des algorithmes d'IA. On va dire que c'est les deux grandes catégories. Il y a aujourd'hui une grande difficulté pour des acteurs du domaine culturel, du spectacle vivant et de l'événementiel, de comprendre un petit peu comment on fait usage de ces technologies. Parce que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ça vient vraiment du milieu de l'audiovisuel, du cinéma. Et qu'aujourd'hui, on a une panoplie d'outils, mais on ne sait pas forcément comment les utiliser, dans quel contexte les utiliser. Il y a un super guide qui a été édité en 2024 par les 7 doigts de la main, qui ont un laboratoire qui s'appelle le 7 Lab. Donc ce guide s'appelle « Pour une démocratisation de l'utilisation de la capture de mouvement dans les arts vivants », qui est téléchargeable gratuitement. Je vais vous montrer un ou une deux pages extraites de ce rapport, et qui est très intéressante parce qu'elle permet en fait de voir concrètement les usages qu'on peut faire de ces technos, le prix de ces technos. Alors c'est très approximatif parce que la motion capture, la capture de mouvement, ça peut aller d'un système de Kinect qu'on connaît tous, donc on va dire 50 €, à des modèles comme Qualisys à plusieurs milliers d'euros si on passe plusieurs jours, quoi. Donc c'est vraiment très très différent, et c'est peut-être ça le vrai enjeu en fait dans le domaine artistique, c'est de comprendre quel est son besoin réel et de réussir à le calibrer à une technologie. C'est vraiment deux extraits que je vous ai fait là, c'est deux screenshots, mais c'est beaucoup plus complet, hein. Le rapport il fait quasiment une quarantaine de pages. Et pour y voir un peu plus clair, dans mon papier qui sortira, dans mon article, j'ai évidemment interviewé l'Ab7 pour comprendre comment ils avaient travaillé sur l'élaboration de cette étude. Et j'ai demandé à Isabelle, la responsable du Lab7, de m'expliquer en fait tout simplement, et je vais vous projeter cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Isabelle Domins et je travaille au 7 doigts de la main, une compagnie de cirque basée à Montréal, au Québec. Je suis responsable des activités du Lab7, notre laboratoire technologique, qui vise à explorer l'utilisation des technologies dans les arts vivants. Au fil des ans, nous avons travaillé avec différents systèmes de capture de mouvement et nous avons publié un guide avec notre partenaire de recherche, le Centre Huppert, un guide pour la démocratisation de la capture de mouvement dans les arts vivants. On parle de différentes familles de capture de mouvement, 3 grandes familles. Donc la première serait les systèmes inertiels qui utilisent des capteurs posés sur le corps de la personne dont on veut capturer le mouvement et qui envoient des données sur la rotation, l'accélération et permettent ainsi de reconstruire le mouvement des personnes par rapport à une position initiale de calibration. La deuxième grande famille, ce sont les systèmes optiques avec marqueurs. Donc optiques parce qu'on va cette fois utiliser des caméras placées autour de l'espace et qui vont capter la position de petits marqueurs disposés à des endroits très précis du corps des personnes et vont ainsi reconstruire le mouvement, sa position dans l'espace et relativement à plusieurs acteurs si besoin. La dernière famille, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur et notamment la reconnaissance de pose, qui fait appel cette fois à des systèmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés pour reconnaître le corps humain, ses mouvements, son comportement et ainsi à partir généralement de caméras vidéo reconstruire les mouvements captés donc par la vidéo. Tous ces systèmes ont des avantages et des points négatifs pour les arts vivants. Ils n'ont pas nécessairement été créés pour ces usages-là, donc nous avons
conduit différents projets d'exploration de recherche et nous avons voulu partager à la communauté des créateurs nos connaissances, notre expertise pour les aider à bien comprendre les possibilités, les limitations et à pouvoir choisir ce qui convient le mieux pour leur projet. Vous pouvez donc consulter notre guide sur le site des 7 doigts de la main, rubrique Lab 7. Merci. Je retiens ce qu'a dit Isabelle à la fin de sa présentation sur la difficulté de choisir des modèles, parce que bon, il y a un éventail assez large, mais au-delà du fait d'avoir peut-être une panoplie de logiciels aujourd'hui ou de dispositifs techniques, c'est pas toujours développé en fait pour le monde artistique, la création, la danse, le théâtre, les arts performatifs, le cirque. Et c'est un petit peu ce que j'ai demandé aux différents utilisateurs. Donc je vais vous faire écouter un petit peu leur retour pour comprendre quand on danse, est-ce que les systèmes sont vraiment adaptés et sont développés pour ça. Alors il se trouve que pour la petite histoire, la création que je vous ai montrée tout à l'heure, VRI, le système en fait à la fois de calibrage qui était une solution industrielle, avait travaillé en collaboration avec la compagnie Gilles Jobin et en fait est parti dans une direction complètement différente après 2017, ce qui fait que la compagnie en fait a perdu tout son projet parce qu'ils n'étaient pas du tout propriétaires en fait du logiciel. Donc il y a vraiment des enjeux aussi de voir que ces technologies, elles sont développées et produites, commercialisées pour d'autres enjeux que la culture, et que quelque part les créateurs après sont toujours un petit peu embêtés de savoir est-ce qu'on est vraiment propriétaire et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Et puis surtout, est-ce que, encore une fois, ça restitue le geste artistique et l'intention artistique. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé d'abord à Gilles. Pour nous, par exemple, la capture sans marqueur avec plusieurs caméras vidéo, c'est vachement bien parce que tu n'as plus de soute. Donc ça veut dire que par exemple pour un workshop, ça c'est idéal parce que tu mets tes gens dedans, tu n'as pas de soute à laver, à calibrer, etc. Mais il faut une lumière spécifique, beaucoup de lumière. Il faut des costumes contrastés, il faut un seul blanc si possible. Donc tu as d'autres contraintes en fait qui se rajoutent. Donc suivant ce que tu veux faire, en l'occurrence le workshop qu'on a fait au studio, c'est une compagnie italienne, suisse-italienne, et lui il dit mais moi je fais des spectacles à lumière bleue sombre, ça marche pas. Je dis peut-être qu'il faut faire un spectacle avec beaucoup de lumière blanche, c'est ce que je te dis moi. Ou il faut prendre un autre système de capture qui ne subit pas l'intensité lumineuse. Ouais. Donc en fait, par exemple, même une Kinect, tu peux faire des trucs géniaux avec une Kinect. Et puis tu peux combiner différents systèmes de capture dans un même projet. Réponse qui est finalement assez logique, mais pas toujours quand on a une idée préconçue et qu'un artiste vient avec cette idée-là. Ensuite, j'ai demandé à la danseuse principale de la compagnie, qui s'appelle Susana Panedes Dias, peut-être de témoigner de ce que ça fait de porter un suit, puisque c'est le mot technique, et de comprendre si elle était complètement libre et disponible et disposée dans ses mouvements. Voici sa réponse. Cette facilité de ne pas avoir les suits sur moi avec les marqueurs, parce que même si c'est super agréable de danser avec, tu es un petit peu restreint. Certains mouvements tu ne peux pas faire, etc. C'est la facilité de juste rentrer dans les volumes en 3D et ça marche. Mais la qualité des mouvements, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Et ça, tu ne le retrouves pas. Je ne le retrouve pas dans ce type de système de capture sans marqueur. Il y avait un petit peu de Mistral, mais si vous n'avez pas entendu, ce que Suzanne a dit, c'est que sur des systèmes sans marqueur type Move AI, c'est compliqué parce qu'on n'a pas exactement la même finesse du mouvement et que ça demande d'emblée tout de suite des investissements plus lourds pour retrouver justement une gestuelle qui est plus précise et plus fine. Dernier témoignage qui me semblait assez intéressant parce qu'il est anecdotique, mais souvent l'anecdotique ça révèle des choses quand même sur peut-être des sujets plus profonds. J'ai demandé à Gilles de me parler aussi de ces solutions AI, donc par exemple Rococo, Move AI, etc., et de voir si c'était vraiment si c'était intéressant pour les danseurs. Il m'a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Qui font ces systèmes,
tu dis, mais je comprends pas, pourquoi le dos, il est raide? Parce que pour tout, pour le sport, pour fighting, pour shooting, tu as besoin du dos, c'est ça l'expression. Et bien en fait, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que les gens qui utilisent ou qui pensent qu'ils vont utiliser sont des gens qui vont faire des influenceurs qui ont des petites vidéos d'avatar sur TikTok. Et si le draw il est trop wobbly, en fait, ils aiment pas. Parce que eux, ce qu'ils aiment, vu qu'ils sont un peu pas forcément bien droits, ben, c'est que leur avatar il soit beau droit. Donc, Ce que dit Gilles, ici, je vais paraphraser pareil, parce que la restitution n'est peut-être pas vraiment de qualité, c'est de dire que c'est aussi ces modèles de capture de mouvement type Move AI, ben en fait, ils sont pas vraiment développés pour la danse, où on va chercher des mouvements peut-être très texturés, très déconstruits, là où justement des solutions comme Move AI vont avoir tendance à refiger un petit peu la posture, parce qu'en fait, ça s'adresse pas à des artistes, mais plutôt à des influenceurs. Donc on va avoir un dos bien droit, mais en fait, dans la danse, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et que ça, il y a vraiment une contradiction aussi, quelque part, entre le développement de ces outils qui sont à usage commerciaux et la finalité artistique. Ça ne veut pas dire de ne pas les utiliser, ça veut dire qu'en tout cas, il y a peut-être des impairs ou des loups. Je remarque qu'au-delà des projets artistiques, il y a aussi des équipements aujourd'hui en France de plus en plus nombreux, des lieux culturels, des studios de création qui ont en fait ces technologies, qui accueillent ces technologies pour des résidences artistiques ou plus généralement pour la diffusion. En France, on a un gros plan d'investissement d'avenir, puisque là je prends le terme exact pour dire PIA. PIA, c'est un projet qui a été impulsé par le gouvernement ces dernières années, qui a l'appellation France 2030, que vous connaissez peut-être. Et France 2030 vise à faire on va dire des grands pôles de compétitivité autour de certains sujets. Il y a un des appels à projets qui s'appelait Culture immersive et Métaverse. Et je dis qui s'appelait parce que le dernier appel à projet s'est clôturé hier. Donc c'était un peu plus de 200 millions attribués à la transformation numérique sur ces cultures numériques et enjeux, on va dire, immersifs. Et il y a beaucoup d'établissements qui ont répondu justement pour s'équiper de cette motion capture. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est Théâtre National de Chaillot, qui est un établissement, je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît, établissement phare parisien, etc., qui a un projet qui s'appelle Chaillot Augmenté, et notamment Calypso, je crois que c'est encore un projet dans le projet, quelque part, mais qui vise justement à avoir ce genre d'outils à disposition de la création et de la diffusion. Donc finalement, la première proposition que Jonathan m'avait dit, enfin la première réponse en me disant il n'y a pas vraiment d'équipement. Si, en fait, il y a des équipements. Alors peut-être pas en Belgique, mais en France, ça commence vraiment à se structurer. Deuxième exemple concret, le Luxe à Valence, c'est une scène nationale, pareil, qui a gagné un appel à projet France 2030 et qui vise justement, dans son projet lauréat, à avoir un équipement adapté pour la création et la diffusion avec des outils de motion capture. Troisième exemple, le pôle Pixel. Je ne vais pas vous faire trop de listes, mais c'est pour vous montrer que il y a vraiment une géographie aujourd'hui sur le territoire. Paris, Valence, Lyon, il y en a aussi en Bretagne ou dans les Pays de la Loire. Là, l'exemple, c'est à Villeurbanne, donc juste à côté de Lyon. Et je vous ai mis une petite capture parce que très récemment, quand je faisais mon papier, il y a eu une déclaration de Rachida Dati qui a annoncé que le pôle Pixel se rapprochait du TNG, donc Théâtre Nouvelle Génération, sur justement ces enjeux de théâtre et d'art numérique. Donc c'est pas du tout, au contraire, là il y a plein de signaux faibles qui montrent qu'il y a un rapprochement flagrant entre les arts numériques et le spectacle vivant, et la motion capture est une clé de lecture, en tout cas une clé, comment je pourrais dire, un levier technologique qui va permettre d'aller plus loin sur ces projets-là. En parallèle de ces grands établissements, vous trouvez aussi de plus en plus des studios qui sont spécialisés sur la capture de mouvement. Historiquement, il y a ce genre de studio, Mocap Lab, qui est un des gros studios parisiens, qui a aussi gagné un appel à projet France 2030 d'ailleurs, mais qui est plutôt, je dirais, quand même centré sur l'audiovisuel, même s'ils font des expériences, ils ont fait un gros projet sur l'opéra d'ailleurs, mais quand même un peu plus sur l'audiovisuel. Et en parallèle, moi j'ai commencé à observer qu'il y avait pas mal de petites structures qui ouvraient. Donc là, je vous ai mentionné Cadence Capture, mais on a aussi Life, qui est un autre studio parisien, et
le studio 44 Mocap Lab, qui est intéressant, qui est à Genève, qui est l'extension de la compagnie de Gilles Jobin et qui est complètement spécialisée sur l'accompagnement des artistes. Je vais vous montrer une dernière vidéo de peut-être une visite quelque part de ce studio pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, on pourra passer un temps de questions-réponses. Bonjour, mon nom est Gilles Jobin. Je suis ici au Studio 44 Mocap Lab à Genève, qui est notre studio, un studio de danse, mais qui est équipé pour la capture de mouvement. Et ça fait plusieurs années qu'on développe différents projets en lien avec le spectacle vivant. Tout ce qui concerne les nouveaux métiers du spectacle vivant, évidemment, mais l'interprétation, la diffusion. On peut voir ici une équipe qui est actuellement en travail de préparation pour un projet de recherche et développement. Donc notre espace est géré par des artistes. Pour des artistes, l'objectif étant de rendre la capture de moments accessible aux artistes, notamment du spectacle vivant, qui sont intéressés par tous ces nouveaux dispositifs qui sont aussi en quelque sorte un nouveau paradigme pour le spectacle vivant dans la fabrication de projets, la diffusion, la lumière, les moteurs de jeux vidéo qui sont aujourd'hui des espaces de modélisation pour nos projets. Et puis évidemment la diffusion à distance sans voyager. En quelque sorte, nous ce qu'on propose c'est une exploration de ce qu'on appelle les nouveaux territoires digitaux pour le spectacle vivant. C'est le studio 44 Mocap Lab à Genève. Bon, Gilles a fait un petit peu la conclusion que je voulais faire, c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a des usages, c'est plutôt des signaux faibles. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un boom de la motion capture dans nos métiers, dans les métiers du spectacle vivant. Néanmoins, il y a quand même pas mal de signaux faibles qui me font dire qu'aujourd'hui il y a un usage ou des usages qui sont en train d'être défrichés et une adoption progressive qui me fait dire que dans les prochaines années, je pense que ce sont des sujets ou des technologies qui vont être de plus en plus courantes dans vos usages quotidiens et dans vos pratiques professionnelles. Si vous voulez, je vous propose de passer à un temps de questions-réponses. Et je vous remercie déjà de votre attention. Oui, juste une précision. Quand on dit qu'on joue à un lieu et qu'on diffuse ailleurs, c'est quand même du direct. Oui, c'est du direct, c'est du live. Oui, tout à fait. Et ensuite, je vois bien l'application à la danse, mais au théâtre, je l'imagine moins bien. Alors, pour le théâtre, c'est vrai que moi, j'ai vu moins de choses. Je vous renvoie justement au festival Impact qui aura lieu au Théâtre de Liège, puisque dans le mail de Jonathan, la grande production théâtrale de la prochaine édition intègre la motion capture sur scène. Il est vrai que dans le domaine du théâtre, moi aussi j'ai du mal à voir des expérimentations aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en aura pas? Je pense pas. C'est toujours pareil, je trouve qu'il faut qu'il y ait une adoption ou peut-être une technologie qui soit suffisamment mature aussi pour que les artistes se l'approprient. Moi je pense que c'est une question de temps, mais j'ai pas non plus d'exemple évident en tête. L'année dernière, nous avons vu un opéra, un oratorio d'ailleurs à Nancy, avec justement une motion capture, avec des avatars, avec du chant lyrique. Voilà. C'était intéressant, hein. C'était étrange, hein, mais c'était intéressant. Oui. Après, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est pas encore ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vrai que dans le domaine de l'opéra, il y a pas mal de choses. Je l'ai mentionné tout à l'heure avec Mocap Lab à Paris qui travaille sur des gros projets d'opéra. C'est aussi de voir ces expériments. C'est toujours compliqué parce que si on les compare peut-être à des pièces, on va dire, dans la vie réelle, ça peut souffrir de la comparaison sur plusieurs points, notamment sur le côté émotionnel, des fois, qui n'est pas évident. Parce qu'il y a aussi une esthétique du jeu vidéo, par exemple, qu'on retrouve beaucoup sur ces projets-là. Néanmoins, moi, je vous invite aussi à les regarder comme des projets expérimentaux et de voir à quels endroits ça vient frotter, à quels endroits il y a des frottements et des interrogations. Notamment sur ces questions d'avatar, moi, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'il y a vraiment des effets qu'on retrouve notamment, qui ont été vraiment étudiés dans le domaine du jeu vidéo. L'effet Proteus, par exemple, à quel point on peut s'identifier à un avatar quand on incarne cet avatar. Mais qui influe complètement nos comportements, quoi. Dans le jeu vidéo, c'est très sourcé. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, assez unique.
Oui, vous vous êtes beaucoup concentré là dans cette présentation sur justement cette question de l'avatar en gros et de fonctionner avec un double. Et moi j'ai un peu une interrogation du coup par rapport au motion tracking, c'est de l'utiliser du coup comme un outil de contrôle par rapport à des dispositifs techniques, que ça soit pour créer du coup des moments d'interaction directe avec le public ou avec les artistes. Et je voulais savoir du coup si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, si oui, qu'est-ce que vous diriez de l'état de... est-ce qu'on fait vraiment usage de ces technologies-là actuellement où on en est de ce point de vue-là? Je trouve que sur le spectacle vivant, mais ça se vérifie aussi sur des installations, en fait, ce qu'on peut appeler installation interactive ou spectacle vivant interactif, il y a déjà beaucoup de choses, et ce depuis peut-être, je dirais même que par exemple le théâtre particulièrement est précurseur aussi de ces formes d'art numérique. Ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'il y a des choses très intéressantes, mais je suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui une réappropriation spécifique des outils de la motion capture dans ces milieux-là, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait un capteur ou de la reconnaissance visuelle ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont assez simples. Alors je mentionnais tout à l'heure la Kinect, est-ce que la Kinect c'est de la motion capture? Mais on peut considérer que oui, et c'est très usité, mais en réalité des capteurs c'est beaucoup plus malléable et beaucoup plus facilement déployable que des soutes par exemple qui sont assez lourds en termes d'investissement. Donc moi pour répondre concrètement à votre question, j'ai pas remarqué encore de réappropriation réelle pour avoir des spectacles interactifs. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer un spectacle interactif avec 2 lieux qui diffusent différents, un au Canada, un à Paris, et qui diffuserait dans un 3e point? Ça permettrait de faire une création collégiale de plusieurs troupes. Je pense que c'est bien comme ça. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, ça peut être lié à la motion capture, même si ça ne l'est pas forcément, parce qu'on peut très bien avoir une création sonore, par exemple, à distance, qui ne demande pas de la capture de mouvement. Mais par contre, sur votre question spécifique, je vous renvoie aux travaux de la SATS, donc c'est Société des Arts Technologiques à Montréal, qui travaille sur le concept de téléprésence. Et c'est exactement ce que vous venez de mentionner. Comment, dans deux lieux différents, on peut diffuser une œuvre dans un 3e lieu. C'est exactement le principe que vous venez de citer.